Bonjour à vous, chers auditeurs et chères auditrices de Demain n'attend pas. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. 3 fois par jour, on fait des choix actifs et parfois même activistes, sans s'en rendre compte nécessairement. En choisissant ce qu'on met dans nos assiettes, on choisit aussi de soutenir la souveraineté agricole française, de soutenir le niveau de vie de nos agriculteurs, de soutenir évidemment notre santé d'aujourd'hui et de demain. Alors ça a l'air simple, on est tous de bonne volonté, mais tout se complique dès qu'on est en rayon. Il y a le prix, bien sûr, il y a la grande surface alimentaire qui est proche de chez nous, et puis il y a notre possibilité de comprendre la qualité des produits qu'on va faire tomber dans notre caddie. Et là, rien n'est simple, tout se complique. Car depuis quelques années, on a vu fleurir pléthore de scores et de labels, et on ne sait plus à quel sein se vouer. Je cite, nous avons dans nos rayons Nutri-Score, Planet Score, Eco-Score, haute valeur environnementale, le bio, l'AOP, l'AOC, l'IGP, le label rouge, et j'en passe. Comment comprendre là-dedans? Alors aujourd'hui, je vous convie à une discussion avec Sabine Bonneau, la fondatrice et la présidente de Planet Score. Alors pourquoi Planet Score? D'abord parce que c'est complètement indépendant et ça nous fait du bien. La marque est détenue par un fonds de dotation et puis tous les mécanismes sont générés, sont réalisés avec des scientifiques reconnus et ça c'est assez indispensable et avec des experts de terrain qui jugent de la pertinence des résultats. En quelques années, Planet Score s'est déployé sur 12 pays, a travaillé avec 330 marques et aujourd'hui est présent sur plus de 330 millions d'emballages en Europe. Et également sur accessible depuis l'app mobile du FC Que Choisir, qui est la plus grande association de consommateurs française. Alors vous verrez, vous allez assister à une conversation super éclairante et tout en nuances, qui de mon côté m'a laissé avec une certaine dose d'optimisme en fait. Parce que quand on met autour de la table des scientifiques, des exploitants agricoles, des grandes marques, finalement, quand tout le monde est de bonne volonté, on commence à faire bouger les lignes. Et ça, à un moment où on assiste tous à des reculs législatifs, ça fait du bien à entendre. Je vous laisse avec Sabine Bonneau. Et puis, comme toujours, si l'épisode vous intéresse, faites-le passer largement autour de vous et notez-le 5 étoiles sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Bonne écoute. Bonjour Sabine. Bonjour Delphine. Sabine, merci beaucoup de prendre un peu de temps avec moi en studio aujourd'hui. Grand plaisir. Je suis super contente de te voir. On s'est rencontrés il y a quelques temps pour parler des chaînes amont dans le secteur du cuir, mais en fait, tu es en plein cœur de plein de problématiques qui m'intéressent vachement et qui intéressent beaucoup de mon audience. D'abord, moi, ce qui me frappe, c'est à quel point je me trouve, moi, un peu schizophrène. C'est-à-dire que d'un côté, je bosse avec des entreprises et je les alerte immédiatement en disant « Oh là là, vous êtes sur du produit fini, vous avez l'impression que les problèmes sont dans vos usines. » Mais en fait, les problèmes, ils sont en amont dans la chaîne agricole, de coton, de blé, de quoi que ce soit. Mais en fait, ça se passe dans les champs. C'est là que vous avez des problèmes. J'ai le plaisir de recevoir au micro de Demain n'attend pas plein d'invités qui travaillent sur cette problématique-là. Donc, je suis hyper aware de ces sujets, des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, et on va se reparler ensemble tout à l'heure. Et en même temps, je me retrouve à faire mes courses. Et alors là, je suis paumée, comme la plupart d'entre nous. J'ai du Nutri-Score, du Planet Score, bien sûr, on va s'en parler ensemble, de l'Eco-Score, de la haute valeur environnementale, du bio, bien sûr, de l'AOP, de l'AOC, de l'IGP, du label rouge, du Fairtrade, du Rainforest, enfin j'en ai de partout. Et du coup, je ne sais plus quoi faire. Si vous me voyez dans les rayons, je suis tétanisée et je repars avec rien dans mon caddie, ou presque, non, avec un caddie plein, mais en tout cas, pas du tout sereine sur le fait qu'en tant que consommateur, j'arrive à exercer mon pouvoir de choix et du coup d'influence sur la zone amont. Mais heureusement, vous êtes là et c'est pour ça que je suis contente de t'interviewer. Tu es là avec Planet Score, un label, tu vas me reprendre pour me dire que c'est un score, un étiquetage. Un étiquetage. Et un dispositif d'éco-conception. Un dispositif qui me permet en rayon d'y voir plus clair. Et aussi hors rayon, notamment sur l'app de l'UFC Que Choisir. Je peux voir plein de choses sur les produits que je connais. Tu travailles avec plus de 300 marques, 12 pays européens. Donc, je peux partir en vacances en Allemagne ou en Espagne et continuer à être serein sur mes produits. Donc, heureusement, tu es là et tu te diffuses. Donc, on va évidemment parler des enjeux, de ce que vous apportez. Mais comme toujours, à Demain n'attend pas, on va commencer par toi. J'ai compris, Sabine, que tu avais commencé
un peu comme moi et comme beaucoup d'entre nous, par bosser dans du grand corporate. Je n'ai pas dit chez les grands méchants, hein. J'ai dit dans du grand corporate, en l'occurrence du grand corporate alimentaire, et qu'à un moment, tu étais parti vers le monde de l'impact en capitalisant sur ta compréhension, connaissance du monde alimentaire. J'aimerais bien que tu nous racontes comment ça s'est fait, d'où est venu cet engagement. Alors, j'ai effectivement passé une trajectoire très classique de grandes écoles, écoles supérieures, Bac+5, engagement à l'international, notamment pour le secteur de l'agroalimentaire. Donc... Et tu étais ingénieur ou commercial Alors, finance et ingénieur. Les deux. Voilà. Okay. J'ai également fait, après de la formation continue, notamment sur les enjeux liés à la santé, notamment pour le secteur pharmaceutique. Donc voilà, avec des petites incursions au-delà. Donc j'ai eu la chance de travailler au Japon, vraiment dans le monde très corporate, aux États-Unis et dans divers pays européens pour plutôt des sièges sociaux de très grandes entreprises sur les sujets agroalimentaires. Donc ça m'a permis de voir tout un tas de problématiques juridiques, marketing, qualité, achat, etc. Croissance, enfin voilà, tout un tas de projets, réduction de coûts aussi, hein, parfois c'est un peu moins... Bien sûr. Donc vraiment de comprendre en fait les diverses réalités auxquelles sont confrontées les entreprises. Alors à l'époque, il y avait très peu de RSE en fait, c'était à peine naissant, puisque moi ça fait une quinzaine d'années maintenant que je suis sortie du monde corporate, et je dois avouer que travaillant aujourd'hui avec beaucoup de directions RSE, je trouve que ça apporte vraiment un souffle dans les entreprises, une forme de cohérence transversale, visibilité sur les enjeux, hiérarchisation. Alors je dis pas que c'est facile, hein, là en plus depuis un an c'est encore plus compliqué pour beaucoup de directions RSE, et puis il y a une forme aussi de prise en main parfois par les DAF, qui peut bien se passer, parfois moins, mais en tous les cas, ce que j'observe, c'est que tout ce que j'ai pu apprendre en fait dans ce parcours, à la fois la formation initiale, les formations professionnalisantes et tout ce que j'ai vécu en fait dans ces différents services me sert tous les jours aujourd'hui. Alors que je suis partie vraiment... C'est aujourd'hui tes partenaires, on va le voir, tu travailles avec les grandes de l'agroalimentaire. Mais j'aimerais bien comprendre pourquoi tu en es sortie, parce que quand tu es dans ces groupes-là, en fait, je dirais que tu es un peu à l'école encore, puisque tu as tes promotions tous les 3-4 ans, 5 ans, il faut changer de poste. Up or out. Exactement. C'était et puis tu étais plutôt up, donc ça peut nourrir sereinement une vie professionnelle. Tu as choisi un moment d'en sortir. Qu'est-ce qui a fait ce chemin-là ? J'ai vraiment eu un problème avec le sens, et notamment sur l'agroalimentaire. Les derniers projets que j'ai faits étaient vraiment sur la qualité et en lien avec l'amont agricole. Donc je ne suis pas une Parisienne de naissance, je viens vraiment de la campagne. Donc j'ai eu la chance de faire des grandes études et de vivre plutôt ensuite dans des capitales, et donc d'approcher aussi ce monde-là. Mais j'ai toujours été frappée en fait par la manière dont on considère les producteurs, les agriculteurs, dans la façon dont on approvisionne ensuite les chaînes de valeur, avec énormément de contraintes, des cahiers des charges, des choses dont je voyais bien en réalité qu'elles n'avaient pas d'intérêt concret. T'avais de la famille agriculteur ? Oui, alors mes grands-parents, donc c'était plus une liaison vraiment directe. Mais bon, c'est pas très loin. Hein. Mais c'est pas très loin, voilà. J'ai vu vraiment, et j'ai pratiqué quand j'étais enfant, j'ai fait les foins, j'ai aidé à faire le fromage, enfin voilà. Donc il y a quand même des choses que je connais plutôt bien. Ces réalités-là, je voyais bien que dans les entreprises, on avait de plus en plus de gens très urbains. En fait, les gens qui font des longues études sont... Très souvent, alors ça je l'ai vécu dans mes études, j'étais étonnée, moi j'arrivais de la province entre guillemets, et il y avait une surreprésentation des gens de la capitale. Bien sûr, bien sûr. Donc par exemple, c'est juste un petit exemple concret, sur des compotes de pommes, on demandait aux producteurs de pommes de fournir de la pomme sans tablure. La tablure, c'est une petite maladie fongique, mais qui n'a aucun impact sur le goût, la qualité, etc. Ça fait juste comme des taches de rousseur, un petit peu foncées quand même, sur les pommes, la peau des pommes. Sauf que ça n'a vraiment aucun intérêt de faire 15 traitements par an de fongicides, qui sont extrêmement impactants pour l'environnement, pour les résidus de pesticides, etc. Pour enlever ça, puisque après, on en fait juste de la compote. Et on me disait, oui, mais il reste quand même des petits grains noirs dans la compote. Mais sauf qu'en fait, quand on fait une compote, dans ces cas-là, on peut mettre un petit peu de vanille. Personne ne verra la différence, ni au goût, ni à rien. Ça n'a aucun impact sanitaire. Donc, c'était vraiment très étrange parce qu'on imposait aux producteurs des pratiques très impactantes qui n'avaient pas d'intérêt en vie pratique, ni pour le consommateur, ni même pour l'entreprise en termes de process. Mais derrière ça, pour moi, il y a deux choses. D'une part, pendant longtemps, une méconnaissance de l'impact de ces produits additionnels chimiques que tu rajoutes, ou en tout cas, on ne voulait pas le comprendre. Et d'autre part, tu dis très justement... Dans ces entreprises-là, on a beau vendre des produits alimentaires, en fait, on est déconnecté de l'amont. Ouais, donc tout ça fait que le goût, l'apparence, etc. pour ton produit fini,
en fait, c'est juste pas perçu. Ça passe comme une lettre à la poste. Il y a personne qui voit que c'est aberrant. Ouais. Et donc, en fait, tu me demandes pourquoi j'ai vraiment changé de trajectoire. À l'époque, on ne parlait pas de bifurcation. Hein, il n'y avait pas ce mot-là. Mais en tous les cas, moi, j'ai eu vraiment le besoin d'abord de reprendre une activité où je pouvais réfléchir. Donc, en fait, je suis vraiment partie dans la recherche-expérimentation pour voir ce qu'on pouvait développer pour apporter des solutions de terrain, en fait, à ces contraintes-là. Et la deuxième chose, c'est que en parallèle, j'ai eu besoin même de retourner tout court sur le terrain, c'est-à-dire que concrètement, je me suis aussi installée en tant qu'agricultrice. Donc avec mon bac plus 5, je suis allée faire 1 an de formation pour adultes pour pouvoir avoir un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Donc vraiment tout un chemin. Et c'est là aussi que j'ai vu la forme de violence en fait qu'on exerce contre l'amont agricole, parce que je me revois en train de cocher des formulaires qu'on coche tous dans notre vie quotidienne, CSP. D'habitude, je cochais bac plus 5 en haut. Et puis là, tout d'un coup, je me retrouvais juste à côté de chômeurs et retraités, quoi. Enfin, c'est incroyable. On range les gens. Et agriculteur, t'es vraiment en bas de la pile. C'est-à-dire que vraiment la façon dont on hiérarchise. Beaucoup, hein. C'est donc voilà d'éprouver un petit peu toute cette violence qui est très très implicite, etc. Hein, mais ça m'a fait beaucoup de bien, beaucoup d'humilité aussi, parce que avoir une ferme, travailler vraiment. Enfin, je travaille la terre, j'ai pas des salariés. Hein, je travaille seule avec une personne qui m'aide un peu, mais voilà, c'est globalement moi et puis un petit peu mon mari. C'est absolument génial. Oui, voilà. Je plante, je taille, je grève, de l'essentiel et notre lien au climat, notre lien à la terre. Et ça, je pense que ça aide beaucoup aussi dans le travail avec les entreprises. C'est-à-dire qu'on a, je ne suis pas la seule dans l'équipe, on a vraiment une connexion terrain. Je travaille avec des voisins agriculteurs qui sont sur d'autres cultures que moi d'ailleurs. On est tous en prise justement avec les aléas climatiques, avec les aléas de pollinisation aussi sur certaines cultures. Oui. On a des vrais soucis avec les problèmes avec la qualité des sols. Donc voilà, tout ça fait qu'on est très très concret en fait, et moi j'avais besoin de retrouver ce sens-là. Et tu peux nous redire qu'est-ce que tu fais pousser sur ton exploitation? Alors j'ai des vergers, donc c'est essentiellement des fruits et un peu de céréales. Tu commences à pointer du doigt les enjeux du monde agricole, du coup que tu connais sous l'ensemble en 360, j'allais dire. Hein. Aujourd'hui, le monde agricole, c'est quoi les problèmes? Et du coup, on y reviendra, c'est quoi les solutions, évidemment. Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'on en parle? Alors la première chose, en fait, c'est ce que tu disais au départ. En fait, on est très peu conscient de la réalité de ces impacts parce qu'on est majoritairement très hors sol aujourd'hui. Quand on voit un produit alimentaire, la plupart des citoyens, moi la première, il y a une vingtaine d'années, je pensais que ce qui était impactant, donc j'ai essayé de faire des efforts là-dessus, c'était l'emballage, le transport. Et j'étais à 1000 lieues d'imaginer en fait où se passaient vraiment les problèmes, où étaient les leviers principaux. Et tout comme toi, et je pense beaucoup de gens, je suis assez paradoxale moi aussi en rayon. Alors je le suis de moins en moins, mais et je pense aussi, tu as soulevé un point au début qui était l'hyperconscience. C'est-à-dire qu'en fait, certains d'entre nous avons tellement conscience de la pluralité des enjeux qu'on n'arrive plus, c'est ce que tu disais, à hiérarchiser. T'es comme un lapin devant les phares d'un camion, là. J'arrête tout. Et la réalité, c'est qu'en fait, quand on a créé ce dispositif, on a essayé de répondre à la fois aux attentes de gens qui sont hyper conscients et qui sont un peu, en fait, là, en sidération, en fait, devant les quantité d'enjeux, et puis aussi toute une partie de la population dont c'est pas vraiment ça le sujet, c'est-à-dire que eux ils sont plutôt confrontés à des problèmes d'inflation alimentaire, de difficulté à accéder à une alimentation de qualité et un manque total d'informations pour hiérarchiser eux aussi leurs achats, et avec des préoccupations qui sont plus centrées en fait, c'est-à-dire que là en clair, la question ça n'est pas oui est-ce qu'on a une multitude d'enjeux, c'est j'ai 2 questions et si vous n'y répondez pas, ça ne changera rien à mes actes d'achat. Et ça c'est la majorité de la population. En toutes les études conso que nous avons faites là depuis 4 ans et que d'autres ont conduites amène à ça. Donc globalement, nous on s'est positionné à l'échelle internationale puisqu'en fait beaucoup de choses qu'on consomme en France sont aussi importées. Première chose, quand on consomme un produit alimentaire qu'on a acheté en rayon, à peu près plus de 85% de son impact environnemental, si on prend déjà cette partie-là, est lié à ce qui se passe sur les fermes, avant que ça ne soit transporté, transformé, cuit, surgelé, conditionné, etc. Et ça, c'est vachement important parce que ça veut dire que quand on se dit mon avocat ou mon ananas, ou ma mangue, elle vient de l'autre bout de la planète, je la veux pas. En fait, la question, c'est comment mon avocat ou ma mangue, par quelle pratique on l'a fait pousser. Exactement. C'est ça la question. Exactement. Plus que le transport en avion. En fait, voilà, il reste 15. En fait, sur les évaluations, globalement, on a approximativement 15% qui sont pour tout ça.
l'emballage, le transport, la surgélation, la cuisson. Oui. Donc en fait, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper, mais ça veut dire qu'on ne va jamais rendre un produit bon juste en le mettant dans un packaging en carton. Donc la vraie question, c'est comment tu l'as fait pousser et qu'est-ce que ça veut dire derrière ça? C'est quoi le... Donc là, si on rentre effectivement dans les enjeux qui sont dans ces 85%, aujourd'hui, le constat est partagé. Ce que je dis là est vraiment maintenant assez évident. L'agriculture est le secteur qui aujourd'hui nous fait franchir les limites planétaires globalement, de la manière la plus massive. C'est le contributeur majeur au dépassement. Alors, on a 3 limites planétaires les plus franchies: effondrement de la biodiversité, pollution chimique et gestion des intrants azote et phosphore. Alors tout le monde trouve ça un peu techno, mais globalement, ça c'est quand même un vrai problème. Algues vertes, etc., c'est des problèmes de mal répartition géographique, par exemple, de l'azote. Et donc sur ces 3 enjeux-là, qui sont des enjeux liés à la biodive, c'est à peu près 75-80% du problème mondial. L'agriculture est très majoritairement contributrice, mais en plus, elle est aussi majoritairement victime. C'est-à-dire que c'est le premier secteur vraiment en ligne avec ces enjeux-là. Ce qui pose problème aujourd'hui, notamment dans les chaînes agricoles, c'est plutôt qu'on est devenu très dépendant des combustibles fossiles. Au travers des engrais et des intrants chimiques. Voilà. Engrais azotés de synthèse qui sont à la fois, c'est strictement gazier. D'ailleurs, merci Monsieur Poutine, parce que l'essentiel de notre approvisionnement en gaz fossile pour les engrais de synthèse vient de Russie. Et en plus, ça produit du protoxyde d'azote à l'épandage, qui est en fait le premier gaz à effet de serre du secteur de l'agroalimentaire. Très loin devant le CO2, qui représente à peu près 12% du total. Donc en fait, ça ne veut pas dire là aussi qu'il ne faut pas s'en occuper, mais que l'enjeu principal dans notre secteur, c'est d'abord le protoxyde d'azote, en deuxième ligne le méthane. Mais aujourd'hui, assez peu de monde, en fait, a la perception de cette priorité sur les engrais de synthèse. La planification écologique en France avait quand même bien mis le sujet en haut de la pile. Ils avaient mis ça et la déforestation. Sur la partie climat, on a aussi le maintien des prairies. Et là, actuellement, en France, on est en train de faire des catastrophes en termes de carbone. Alors, pas seulement biodiversité, parce que mettre des prairies en culture, c'est une catastrophe pour la biodiversité, mais c'est aussi une catastrophe pour les stocks de carbone. Donc ça a été bien expliqué notamment par le Shift Project, Jean Covici. On décapitalise beaucoup trop vite, notamment sur les petits élevages de vaches et de moutons, et dans plusieurs bassins hydrographiques en France, donc notamment Seine-Normandie, mais aussi Auvergne-Rhône-Alpes. On retourne tellement de prairies qu'on a de l'eutrophisation, donc des nitrates qui repartent dans les rivières. Et on sait, ça, on peut le quantifier, c'est assez facile, c'est lessivage. Et quand c'est quand on détruit la vie du sol. Donc ça, c'est parce qu'on fait du labour, par exemple. Alors, en fait, le labour simplement casse aussi bien les vers de terre que les réseaux fongiques, bactériens, etc., qui sont dans le sol, qui sont des corps très protéinés. Et donc, forcément, quand on détruit cette matière-là, elle peut se lessiver. Tout n'est pas récupéré par les plantes. Et donc, on a des nitrates, c'est de l'azote qui file dans l'eau. On a aussi des dégazages de protoxyde d'azote quand on fait ça, qu'on ne peut pas quantifier, mais qu'on peut modéliser. Et on le sait de manière mécanique, aussi une destruction, une oxydation du carbone du sol. Et donc, ça part en CO2. Et donc, aujourd'hui, comme on a objectivement des gros relargages de nitrates depuis 3-4 ans à cause du retournement de plus en plus important des prairies, on sait qu'on est en train de faire une catastrophe vraiment sur la partie CO2. Et là, pour le coup, c'est très embêtant. C'est hyper important. Et effectivement, on avait commencé par là, comme une bonne partie d'entre nous est quand même assez loin des champs aujourd'hui. 3% de la population dans les champs, 97% en est loin. On n'a pas forcément ces enjeux en tête. On voit aussi l'interconnexion systémique entre tous ces enjeux. Ce que tu nous dis en filigrane derrière tout ça, c'est que la pratique générique du monde agricole aujourd'hui, telle qu'elle a été encouragée, elle est négative sur l'habitabilité de la planète derrière, c'est-à-dire sur les limites planétaires. Alors, en fait, il y a plusieurs éléments. Si on regarde à peu près sur la partie amont, donc qui sont ces fameux 85%, on a à peu près 80% des impacts qui sont liés aux impacts sur la nature et 20% aux impacts plutôt climatiques. Et sur la nature, en fait, ce sont tout un tas d'éléments qui sont effectivement allés dans le mauvais sens depuis plusieurs décennies, en fait, depuis l'après-guerre. C'est-à-dire, on a aussi la simplification des paysages, l'arasement des haies, des talus, l'agrandissement des parcelles, donc qui nous empêche en fait d'accéder à de l'autorégulation, notamment par la faune sauvage. C'est la fameuse modernisation qu'on a eue après-guerre, avec le remembrement, et pour permettre un monde agricole plus extensif,
plus intensif avec le mécanisé. Alors la mécanisation a de très bons aspects, hein. Ça a diminué la pénibilité du travail, etc. Mais en fait, on est allé bien au-delà de ce qui était nécessaire. Enfin, aujourd'hui, les parcelles pourraient tout à fait avoir des haies intercalaires remises à l'intérieur des champs, de l'agroforesterie également. Il faut en avoir conscience, en fait, la valeur paysagère qu'on n'intègre pas dans une évaluation environnementale qui est un peu froide. Mais en réalité, ça a aussi une valeur qui est aujourd'hui gratuite. C'est comme de respirer un air à peu près clean. Mais dans ce grand mouvement aujourd'hui, on est vraiment en train d'abîmer aussi des paysages et de nous rendre en fait très peu résilients. Bon, on l'a très bien vu avec les incendies dans le sud cette année. Oui. Avant, les vignes étaient pâturées par des moutons. On n'avait pas ce phénomène de prise au feu, en fait. Et donc là, il y a quand même pas mal de gens cet été, aussi bien des écologues que des agriculteurs, qui ont dit qu'il va vraiment falloir qu'on remette des moutons dans les vignes. T'as le problème sur les nappes phréatiques également. Alors, une fois qu'on a fait ce constat-là, si c'est le problème, c'est aussi la solution. Donc, je vais t'emmener aussi sur c'est quoi les bonnes pratiques, évidemment. Mais avant d'y aller, peut-être quand on parle du problème, une petite parenthèse sur l'élevage. Il n'y a pas un élevage. Tu vois, tu dis l'élevage. En réalité, on a deux choses différentes. On a l'élevage et on a les productions animales. Ce qui a été beaucoup développé depuis l'après-guerre, c'est la production animale. C'est-à-dire d'optimiser les races de poules, de porcs, etc. et tout l'environnement de production, les bâtiments, l'alimentation animale pour faire de l'efficience, diminuer la durée de vie des animaux avec des indices de conversion alimentaire les plus optimisés possibles. On les fait grossir le plus vite possible. Voilà, pour donc pouvoir, les poulets caoutchouc en 40 jours. Voilà. Bref, donc aujourd'hui, on a vraiment deux types de systèmes. Alors, il y a de la nuance entre les deux, mais globalement, des systèmes ultra optimisés qui malheureusement ne payent pas les externalités négatives. Donc typiquement des systèmes qui consomment beaucoup dans l'alimentation de céréales très fertilisées, avec pas mal de phyto dessus, parce qu'il faut perdre beaucoup de rendement, puisque ça va ensuite rentrer dans des animaux. Avec du soja issu de la déforestation, dans des bâtiments très confinés sur lesquels on a beaucoup d'émissions d'ammoniac. Bon, voilà. En fait, on est ultra impactant et il n'y a pas de problème. On peut dire que là, la plupart des végétaux qui rentrent dans ces animaux qui sont donc concentrés ensuite, là, on est sur des systèmes qui sont très clairement hyper impactants. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'élevage conventionnel ou l'élevage intensif. Alors, j'aime pas le mot de conventionnel parce que ça fait comme si les agriculteurs avaient des conventions. C'est plutôt de l'élevage industriel, voilà, ou intensifié, et dont il est très difficile de sortir. Et que, en tant que consommateur, tu parlais du paradoxe, on est quand même bien content quand on trouve des tranches de jambon qui sont très accessibles, en fait. Bien sûr. Donc, il faut pas nier également que là, les producteurs répondent à une demande. Ça fait quand même plusieurs années que nous, on voit des filières qui bougent. Donc, moi, je suis vraiment pleine d'espoir, sincèrement. Le fait qu'on ait aujourd'hui beaucoup d'images extrêmement angoissantes en fait sur l'élevage, ça pousse beaucoup de consommateurs à penser que tout l'élevage est de la production animale. Et là, pour moi, ça pose un vrai problème. C'est la production intensive, industrielle. Avec pas de bien-être animal, etc. Ou parfois des messages qui vont quand même encore plus loin en disant bien-être animal, ça n'existe pas parce qu'à la fin, on tue les animaux. Oui, c'est un autre sujet. Voilà, c'est un autre sujet. Mais en fait, il faut quand même arriver à montrer, c'est ce qu'on a essayé de faire, où se trouve l'élevage qui, pour nous, fait partie vraiment de la solution d'avenir. Moi, ce que je retiens de tout ce que tu nous dis, Sabine, c'est d'abord effectivement de la nuance. Il ne s'agit pas de condamner une pratique, mais c'est plutôt... d'abord, rappeler que les éleveurs, quand dans les pratiques les plus néfastes, les éleveurs en sont victimes, donc attention aux mots qui sont utilisés, mais surtout de montrer la pluralité des modèles et d'aller favoriser les modèles qui sont les meilleurs. Et pour les favoriser... Et en évolution. Et pour les favoriser, allons donner la transparence aux consommateurs pour qu'ils les comprennent et qu'il aille reporter ses achats et que ça, du coup, ça se développe le plus possible. Enfin, je pense qu'on a pris le message dans le mauvais sens, en réalité. Faire de la transparence, c'est une façon de d'abord actionner le mieux, aider les filières qui sont en évolution à justement montrer les évolutions sur lesquelles elles sont positionnées. Donc nous, c'est pas vert ou rouge. Hein. Il y a une gradation, ça peut être orange. Ça, c'est pour ceux qui sont vraiment sur ces trajectoires. Parce que en fait, les consommateurs sont ultra sensibles au mode d'élevage, quel que soit leur profil, CSP, âge, sexe, région, etc. On a pu le tester en magasin, chez Lidl, chez Biocoop, donc des profils très différents. Ça, c'est en qualitatif. Et en quantitatif, sur de la population française représentative, et toujours des gros échantillons. En fait, à 86%, ils y sont très sensibles et ça peut changer leur acte d'achat, même sous contrainte budgétaire. Et ça peut aussi augmenter le consentement à payer. Entre un produit
qui explique ce qu'il fait et qui n'est pas forcément vert, et un produit qui reste totalement muet sur ce sujet. Donc en fait, là, on a vraiment un levier et on accompagne vraiment des acteurs qui sont en train d'opérer ces trajectoires, mais qui n'avaient aucun moyen de le valoriser, de le faire valoir auprès du consommateur. Par exemple, sur des rayons d'œufs, etc., les gens commencent à avoir des repères avec le 0, 1, 2, 3. Mais c'est pas le cas sur tout le reste. La majorité des produits qui sont concernés par de l'élevage plus ou moins intensif, c'est le cookie au beurre. C'est en fait des produits dans lesquels on a de l'élevage. Les produits laitiers, en fait, c'est ça ce que tu veux dire. Des produits laitiers ou de l'œuf, dans des produits transformés, une mayonnaise qui se soucie de l'élevage de poules qui est derrière, de poules pondeuses. Bien sûr. La réalité, c'est que la majorité était en cage avant. Bien sûr. Donc nous, en fait, dès qu'il y a des ingrédients issus de l'élevage dans un produit, il y a une bestiole sur l'étiquette. Et en fait, c'est là qu'on a la majorité des impacts, en fait. C'est un vrai sujet d'éducation du consommateur. Alors, on y vient. Je reboucle avec le début de notre échange et cette impression qu'il y a du label partout. Et il y en a tellement qu'on est comme le lapin devant qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, les phares du camion. On est un peu perdu, on ne sait pas quoi regarder. Est-ce que tu peux nous raconter à la fois pourquoi est-ce que vous êtes arrivé avec un label il y a quelques années et du coup nous raconter ce que tu proposes aux consommateurs aujourd'hui? Alors, en fait, c'est pas moi. Ce qui s'est passé, moi, je travaillais plutôt à cette époque-là, donc j'avais ma ferme, mais j'étais très engagée sur la partie académique et j'avais contribué à des projets de recherche sur les bases de données qu'on appelle d'analyse de cycle de vie, aux côtés de l'ADEME, de l'INRA, pendant plusieurs années, et on en avait tiré un rapport collectif très critique, rapport assez long, pour dire que cette méthode ne marchait pas du tout pour l'agriculture. Ça marche très bien pour les boulons, ça marche pour les voitures, les panneaux solaires probablement, ça ne marche parce pas. Que c'est encore ce qui est très utilisé par les industriels. Pour travailler avec eux, je peux te le dire. Voilà, mais ça ne marche pas du tout sur l'agriculture. Dès qu'il y a des processus vivants, en fait. Alors bon, là, on peut vraiment dire que dans l'agroalimentaire, on est quasiment que sur des processus vivants. Donc, on a émis un rapport extrêmement critique et là, on a été contacté par les associations de consommateurs, par des ONG, par des collectifs de producteurs, donc d'agriculteurs, qui avaient commencé à regarder effectivement ces bases de données puisque le gouvernement prévoyait d'utiliser ces bases comme socle de l'affichage environnemental. Dommage. Dommage parce qu'en clair, le message de ces bases de données, et c'est encore le cas aujourd'hui, le meilleur produit pour l'environnement, c'est la betterave sucrière à l'acétamipride, par exemple, avec 15 autres phytos. Effectivement, il n'y a personne qui regarde un peu le résultat pour dire... mais avec un score absolument excellent, tu ne le vois pas sur la ligne, tellement c'est proche de 0 en termes d'impact. Comment c'est possible? Tout simplement parce que ça a une volonté d'essayer de couvrir tous les secteurs avec une même méthode. Ouais. Donc, tout ça conçu au niveau de Bruxelles. On échange beaucoup avec la Commission européenne, qui par ailleurs peut avoir plein de bonnes initiatives, mais là, c'était vraiment une chimère totale. Il suffit de se mettre ensemble, entre acteurs économiques du marché européen, et de représenter 51% de la valeur du marché. Donc tout ce qui est du coup agriculture hyper intensive. Mais surtout gros acteurs. C'est-à-dire que typiquement, vous pouvez imaginer que pour les règles catégorielles du lait, vous aviez deux très grandes entreprises de l'agroalimentaire que je ne vais pas nommer, mais tout ça est officiel. Sur la bière, sur les pâtes, etc. Vous vous retrouviez toujours un conglomérat de très gros acteurs. Donc derrière, bien sûr, donc c'est les indépendants, les petits, qui sont favorisés. Ça ne compte pas non plus les externalités positives. Donc en fait, la réalité, c'est que tu fais une balance dans laquelle d'abord tu mets que les trucs négatifs. Bon, c'est quand même pas terrible pour un secteur qui a beaucoup d'externalités positives possibles. Et ensuite, donc ça c'est parce que c'était pour l'industrie, tu divises par le rendement, la productivité. Okay. Donc si tu sors beaucoup de betteraves sucrières, ou beaucoup de pommes de terre, quel que soit l'itinéraire technique, la dégradation des parcelles, le travail du sol, les phytos et le reste, tu vas avoir d'excellents scores. Ok, alors là, tu m'as convaincu, je vois bien qu'on allait clairement dans le mur. On était en train de mettre en place des indicateurs qui poussaient au maximum les productions les plus pourries, pour faire court. Alors ça, c'est sur l'amont. Et je complète quand même avec l'aval. Donc l'aval, on est allé regarder ce que ça donnait par exemple sur les emballages. Et en fait, le meilleur emballage en analyse de cycle de vie, puisque ça ne voit pas les pollutions diffuses, et qu'en plus, l'énergie que tu pompes dans le sous-sol, elle est gratuite en ACV. Donc, c'est pas une blague, hein. Le pétrole ou le gaz ne compte pas, ce qui a été fait par la nature. La seule chose que tu vas compter en ACV, c'est juste l'énergie pour l'extraire, mais qui est très très faible en réalité, hein, et l'infrastructure pour le transporter. Donc, c'est peanuts. Donc, en réalité, les énergies fossiles, et même les matières extraites, style les cailloux, les sables, c'est gratuit.
Et donc, en fait, le meilleur matériau d'emballage en analyse de cycle de vie, c'est le plastique. Oui, et c'est sûr. Même le plastique issu de pétrole vierge par rapport à du plastique recyclé. Ok, alors... Donc, juste pour terminer là-dessus, c'est Coca-Cola qui, le premier, a utilisé l'analyse de cycle de vie il y a 40 ans. C'est pas une blague, dans l'agroalimentaire, pour prouver, au moment où il a voulu passer de la bouteille en verre consignée à la bouteille en plastique à usage unique, que c'était le top pour l'environnement. Et l'ACV continue à nous dire la même chose 40 ans plus tard. Quand même. Sabine, moi ça m'intéresse énormément et on pourrait passer encore des heures dessus. D'ailleurs, je propose qu'on continue cette discussion à une autre occasion. C'est hyper important parce qu'en fait, c'est là-dessus que se basent les industriels derrière pour promouvoir une technologie plutôt qu'une autre, un process plutôt qu'un autre. Donc en fait, ça a l'air technique, mais en fait, c'est hyper important. Toi, tu regardes ça, vous regardez les résultats, vous vous dites en fait les résultats sont pas cohérents, c'est hors sol. Et trompeur. C'est ce que nous ont dit les associations de consommateurs, c'est trompeur. Et donc, vous reprenez ça en partant de la page blanche, en vous demandant qu'est-ce qu'on doit calculer pour arriver à des résultats qui sont pleins de bon sens. Voilà, à dire d'experts, c'est-à-dire qu'on a fait le même processus que ce qu'a fait la Commission européenne, mais sans les lobbies. Donc, on est parti vraiment en pluridisciplinaire, des écologues, des agronomes, des vétérinaires, etc. En se disant, à la fois des associations de consommateurs, qu'attendent les consommateurs, parce que, pareil, le PEF vous sort un chiffre. Mais personne n'est intéressé par un chiffre. On l'a testé en magasin. Même ABCDE sans détail, je veux dire, ça ne change rien. Ça crée même de la défiance. C'est-à-dire, les gens répondaient, mais qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans ? Bon. Donc, en fait, on a pris par les deux bouts. D'abord, qu'est-ce qui compte réellement ? Et c'est là qu'on est parti sur le principe des limites planétaires, en se disant, ce cadre conceptuel, ça, c'est intelligent. C'est-à-dire, tout ce qui permet de considérer là où l'agriculture est fortement contributrice. Et là où on peut vraiment avoir des leviers d'impact, donc tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est vraiment, on a des leviers très très clairs, très faciles, enfin pas faciles à mettre en œuvre, mais faciles à identifier, faciles à pondérer vu les dépassements de limites planétaires. Donc on peut dire, typiquement biodiversité, c'est effectivement beaucoup plus important que climat, il n'y a pas de sujet là-dessus, usage de l'eau, déforestation, etc. Et donc on a reconstruit entièrement un référentiel et un étiquetage qui répond aux questions des consommateurs. Et tu pars, si j'ai bien compris, à la fois du coup des données scientifiques sur où est-ce qu'on est le plus impactant, où est-ce qu'on a le plus où est-ce que l'agriculture génère le plus de problèmes, sur des problèmes importants, et où est-ce que les consommateurs nous attendent. Là, ça, c'est pour la mise en visibilité. C'est-à-dire que, par exemple, au début, parce qu'il y avait quand même un paquet de scientifiques autour de la table, et on se disait, il faut vraiment beaucoup de nuances. Donc, l'étiquette, c'était une marguerite à 12 pétales. Ouais, trop compliqué. Avec l'usage de l'eau, la déforestation, machin. Mais en fait, quand on a testé, ça ne marchait pas du tout. Oui. Enfin, voilà. Donc en fait, on a essayé de trouver le bon compromis entre pas du tout de détails. Alors là, les consommateurs ne le veulent pas, enfin vraiment. Et regrouper les enjeux. Donc en fait, c'est pour ça que sur l'étiquette, d'abord, les 2 premières demandes qu'ils ont, et c'est très clair quels que soient les profils de conso, usage de polluants et mode d'élevage. Donc vraiment le bien-être animal sur les fermes. 86% des consommateurs veulent ça. Donc, c'était pas facile pour nous, parce qu'on a regardé le marché, on s'est dit, mais personne n'affiche des animaux rouges ou de l'usage de pesticides quand même assez dégradés. Je pense qu'on a un consommateur assez mature, en fait. Parce que tu vois, tu pourras avoir un consommateur qui soit pris, comme beaucoup d'industriels, sur la préoccupation carbone et que carbone. Ou non, mais alors ça, je dois te dire que ça les intéresse pas du tout. Et ça pose un vrai problème sur les priorités qui sont mises aujourd'hui par les industriels, qui pensent maîtriser des comptabilités carbone qui sont en fait honnêtement ni faites ni à faire. Enfin, je veux dire, on va pas rentrer là-dedans, mais ça pose d'énormes problèmes. Et en fait, on fait de la traction sur les chaînes de valeur, des distributeurs qui imposent quitte à déréférencer, ou en tous les cas à faire du chantage au déréférencement à des opérateurs de faire leur scope 3, leur trajectoire, etc. Sur l'agroalimentaire, dans plein de secteurs, ça fait du sens. Sur l'agroalimentaire, c'est vraiment pas la bonne clé d'entrée. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire des efforts. Je répète, il y a des gros enjeux. Déforestation, engrais de synthèse, diminution de l'élevage tout intensif. Ça joue sur le carbone, by the way. Voilà. Sauf que, en fait, quand on fait de l'analyse de cycle de vie, comme on pousse à l'intensification, en réalité, on crée des effets rebonds. C'est-à-dire que, alors ça a été très bien décrit par une ONG européenne. Les laitiers, par exemple, les
gros industriels du lait disent on a réduit notre intensité carbone au litre en faisant de l'intensification industrielle des élevages et ils ont augmenté les émissions totales de gaz à effet de serre. Donc en fait, la décarbonation telle qu'elle est faite aujourd'hui très très majoritairement n'est pas bonne. Nous on fait une valeur climat qui évite totalement les effets rebonds. Donc il n'y a pas d'échappatoire. Et donc pour répondre aux questions des consommateurs, tu as raison, ils sont hyper matures. Oui, parce que je trouve que les deux sujets qui sont remontés de tes études, le bien-être animal et les pesticides, sont quand même deux sujets vraiment, vraiment majeurs aujourd'hui dans l'élevage et dans l'agriculture. Donc je trouve ça vraiment assez chouette et encourageant de le voir remonter comme étant les principaux problèmes. Et pas que nous. Donc Carrefour a fait des études, Dossi, BVA présenté à l'Assemblée nationale, Apigno. Enfin en fait, et ça a également été fait par une structure qui s'appelle EIT Foods, donc fondée par la Commission européenne dans 18 pays européens sur 20 000 consommateurs. Même au nord, moi je me disais au nord de l'Europe, ils vont être plus focus climat bah non en fait. En fait, d'abord, les gros enseignements, c'est effectivement les polluants. Pour info, nous dans pesticides, on a tous les polluants, incluant le cadmium, depuis la construction du référentiel il y a 4 ans. Donc on s'amuse beaucoup en ce moment parce que le cadmium, les PFAS, l'hexane, etc., tout ça on l'avait déjà. Oui. Donc ça c'est les grands scandales du moment. Voilà, mais avec je peux te dire qu'on en a quand même une bonne dizaine en stock dans le référentiel dont on sait qu'ils vont émerger tôt ou tard. Donc les entreprises avec qui on travaille sont des sujets sur lesquels on les alerte. On leur dit voilà, là il y a un vrai sujet. Et effectivement, c'est mieux de pas attendre que ça sorte dans la presse parce qu'on a des solutions et en plus des solutions économiquement faisables. Donc c'est dommage de pas prendre le lead. Et donc cette étude de EIT Food, elle est également très intéressante sur un point qui est que ce n'est pas qu'en France qu'on a un énorme problème de défiance dans les marques, la grande distribution. C'est pas une critique, c'est vraiment juste le constat. Les marques, la grande distribution et les pouvoirs publics. L'étude de BVA qui a été présentée à l'Assemblée nationale, qu'on n'a pas commandité, moi j'étais juste à la présentation. On était avant tous les problèmes autour de la loi du plomb et même les manifestations d'agriculteurs, on était entre 31 et 32% de confiance pour ces 3 acteurs. Marque, grande distribution, pouvoir public. Et à plus de 84%, 85% sur associations de consommateurs, collectifs plutôt producteurs ou groupements assimilés à du local. Et en fait, cette réalité-là, moi je pensais qu'elle était française, elle est européenne. Il n'y a aucun pays, même au nord de l'Europe, où les pouvoirs publics dépassent 45%. Et en fait, c'est toujours les mêmes structures qui ont la confiance. Et la confiance, elle ne se gagne qu'en répondant aux questions que les gens se posent sans détour. C'est-à-dire, il faut juste être sincère. Et donc, ce qu'on s'est dit aussi, c'est attention pour la gouvernance. On ne veut pas faire une espèce de licorne, se retrouver lié avec des conflits d'intérêts, etc. Donc, on a tout de suite structuré l'outil comme étant un outil pour le bien commun, en fait, un outil d'intérêt général. Planet Score, aujourd'hui, donc la marque, appartient à un fonds de dotation à gouvernance scientifique et associative d'intérêt général. Et honnêtement, là, c'est pareil. On s'est dit, ça nous protège. Donc, on n'a pas d'investisseurs, pas de venture capitaliste, on n'a même pas de dette bancaire. On est totalement libre, en fait. On a de compte à rendre à personne. Donc, moi, je ne vois pas de structure, ni qui est produit un étiquetage qui répond aux questions, qui en plus derrière, parce qu'on a effectivement un référentiel d'évaluation très large, en fait les 2/3 des 330 entreprises avec qui on travaille l'utilisent comme outil d'éco-conception, diagnostic des enjeux, travail sur les leviers les plus impactants, et ça peut durer 2-3 ans avant que certaines, et pas toutes, et pour nous c'est pas un enjeu, notre modèle économique ne dépend absolument pas de l'étiquetage en lui-même, celles qui décident d'étiqueter, nous on ne pose jamais la question à une entreprise si elle veut étiqueter ou pas. Parfois ça se passe, et donc on a 130 entreprises qui affichent, on est sur 330 millions d'emballages, on a pris le leadership en Europe sans rien demander, et tout le développement qu'on a fait, c'est fait sans force commerciale. Donc moi, pour ayant travaillé dans l'industrie, je sais que quand un produit ou un service se développe tout seul, avec une croissance organique très forte, sans force commerciale, sans marketing, sans pub, c'est qu'il répond à une demande. Pour pouvoir faire tout ça, il faut avoir plein de données. Comment est-ce que tu commences et comment est-ce que tu récupères l'information? Je ne sais pas si, par exemple, tu bosses avec Lactalis, tiens, par exemple. Je crois que je les ai vus parmi les 300 marques qui travaillaient avec vous.
Comment est-ce que tu as l'information sur la vache qui produit le lait qui va se retrouver dans ma bouteille de Lactalis? Ok, donc là, en fait, tu me demandes comment est-ce qu'on arrive jusqu'à l'étiquetage. Exactement. Alors, la première chose, c'est on a quand même des bases de données publiques. Et là, je trouve que les pouvoirs publics ont un vrai rôle. C'est non pas de produire des scores qui ne veulent rien dire, mais c'est de donner accès en transparence à des bases de données qui référencent des itinéraires techniques standards. Donc, par exemple, nous, dans les bases de données existantes, publiques, on est allé chercher tout ce qu'on appelle les itinéraires techniques standards. Une vache laitière en France, vraiment le standard de base, elle mange quoi? D'accord? Donc, on a les pourcentages de soja, de céréales, ça donne ta etc. moyenne. Alors, ça nous donne notre moyenne, mais on a aussi parfois des variantes. Donc, on prend, nous, quand on évalue un produit qui ne donne aucune information, on ne prend pas la moyenne, on prend la valeur défavorable par défaut. Parce que sinon, les gens qui sont vraiment en bas n'ont aucun intérêt à vouloir avancer. Donc, la moyenne, pour nous, n'est pas une bonne solution. Donc, en fait, ces données-là, on a mobilisé, on les a sur tout un tas de productions végétales et d'élevage. On a également tout un tas de données publiques sur le poids de la cuisson, de la surgélation, de la mouture de la farine, du parage des légumes. Donc en fait, on a reconstruit une énorme base de données avec toutes ces informations-là. Et ça permet déjà d'évaluer beaucoup de choses. Quand on n'a pas les informations, on prend les données, là aussi publiques, standards, ça s'appelle la base SICAL. La base SICAL référence plusieurs milliers de recettes standards. Donc, typiquement, tu as une recette de la pizza margarita, du yaourt à la fraise, etc. Donc, si on n'a pas d'informations, on va prendre ça et on va dire par défaut, bon, ça, c'est le truc standard du marché. Mais tous les industriels avec qui on travaille nous fournissent leur composition massique. Alors, bien sûr, sous accord de confidentialité, parce qu'on a, là, aujourd'hui, on a la plus grande base de données à minima européenne, peut-être plus que ça, de data, de données spécifiques à la fois des compositions massiques, des origines des différents ingrédients, des cahiers des charges appliqués à chacun des ingrédients. Donc, imaginons qu'on soit, je sais pas, sur une pizza au fromage ou au lardon. On va avoir le blé, qui peut être un blé avec un cahier des charges spécifique imposé par l'industriel à sa filière française, de la tomate sourcée en Chine. La plupart de la tomate qu'on mange en tomate industrie vient de Chine. Donc de la tomate industrie de Chine avec, vous pouvez imaginer l'itinéraire technique standard, une matière grasse, un fromage avec, imaginons que là, on ait une AOP. Donc là, on aura caractérisé l'AOP selon son cahier des charges. Nous, il n'y a pas de bonus-malus, ça n'existe pas en Planet Score. C'est pas la fête à neuneux. Voilà, on a des éléments factuels qu'on rentre dans l'algorithme. Et donc ça nous donne au prorata de la masse de chacun des ingrédients, incluant ensuite les phases aval et l'emballage, ça nous donne un résultat pour ce produit-là. Et donc ensuite, on peut faire de l'éco-conception, très souvent quand on est à l'amont sur les filières, ou sur la modification des masses des différents ingrédients. Donc en fait, aujourd'hui, tu vas avoir une base de données énorme et tu vas travailler avec les industriels pour pouvoir améliorer des recettes sur la base de résultats qui prennent en compte le bon sens et les scientifiques dans la réalisation de ton scoring. Donc tu vas éviter de tromperie. Exactement. Qu'on travaille en fait avec les industriels. Alors ça, tout ce qui est sous accord de confidentialité, je peux pas en parler, mais tout ce qui a fait l'objet de déclarations publiques, je peux. Et typiquement, par exemple, Picard, l'an dernier. Donc Picard fait la transparence complète sur toutes ses références, 1500 quand même, sur son site internet, sur l'application également d'achat en ligne pour ses clients, avec une majorité de produits qui sont en démarche de progrès, qui sont clairement améliorables. Beaucoup de produits aussi sur lesquels il y a eu un énorme travail, notamment sur les filières fruits et légumes, qui est d'ailleurs très bien valorisé. Quand on a vu comment ça sortait dans l'algorithme, c'était vraiment super. Et Picard a dit publiquement en conférence à nos côtés, avec 3 autres entreprises, qu'aujourd'hui, le travail qu'on fait avec eux, avec les structures comme Chambre d'agriculture, qui accompagnent les producteurs sur le terrain, ça, c'est pas notre boulot. Nous, on travaille en partenariat avec les gens qui sont sur le terrain, avec les agriculteurs. Picard regarde aujourd'hui, ils veulent que toute leur gamme de fruits et légumes soit en B minimum, avec une temporalité. Tout ça va pas se faire en un claquement de doigts, mais en disant maintenant combien est-ce qu'on rémunère de plus les producteurs pour sécuriser un cahier des charges où Planet Score donne le cadre pour chaque filière, en fonction des enjeux de chaque filière, et où on sécurise le B dans la durée. Combien ça vaut. Donc vraiment, là, c'est génial. C'est génial parce que là, on a bouclé la boucle. C'est-à-dire qu'on a obtenu ce qu'on voulait. Non pas des contraintes et des conditions qui deviennent juste des conditions d'accès au marché. Là, on a beaucoup de producteurs, par exemple HVE, moi je le vois dans mon entourage, c'était 0 rémunération supplémentaire et obligatoire.
juste pour pouvoir rentrer en GMS. Ça peut pas marcher. Les marques qui franchissent ce pas-là, donc par exemple Picard, Pomona qui a annoncé très récemment également cette démarche-là, Monoprix, Franprix, enfin voilà, toutes ces marques-là ne sont pas des marques bio ou labellisées, etc. Enfin, ils ont une partie de l'offre qui est comme ça, mais en fait, l'idée, c'est aujourd'hui, et on le voit très bien en études consommateurs, les consommateurs n'attendent pas des marques qu'elles soient parfaites. Donc, toutes celles qui ne font que des promesses positives, et c'est le cas d'énormément de promesses autoproclamées sur autoréférentiel, toutes celles qui ne montrent que ce qu'elles pensent faire bien, en fait, elles ne construisent pas de confiance avec les consommateurs et les citoyens. On n'attend pas des entreprises dont nous faisons partie qu'elles soient parfaites. Elles font forcément aussi des compromis, etc. Donc, on attend juste qu'elles nous prennent pour des adultes. Oui, je crois que c'est ça le grand... de la transparence. Voilà, le grand truc, c'est de parler d'adulte à adulte. Est-ce que tu peux nous rappeler, du coup, qu'est-ce qu'on voit sur l'étiquette quand elle décide d'afficher? Quels sont les différents éléments qui sont visibles par le consommateur? Alors, sur l'étiquette purement environnementale, on a usage de pesticides. Donc, ça, c'est écrit pesticides, pour faire court. Biodiversité. Donc, ça, c'est tous les impacts plus larges sur la nature. Et climat. Et pour les produits concernés, donc dès qu'on a des produits issus de l'élevage, une étiquette mode d'élevage avec des vaches, des moutons, des cochons, des volailles, etc. Donc là, on voit un élevage industriel versus un élevage pâturage, par exemple. Alors, c'est soit vert, soit orange avec un tilde, soit rouge. Oui. Voilà. Et il y a des grilles très très simples. Donc en plus, on ne peut pas dire que c'est compliqué à évaluer. Grille qu'on a construite avec l'ONG CIWF, qui est spécialisée là-dessus à l'échelle internationale, et où on a... selon les filières, entre 5 et 7 critères pour savoir comment on se positionne. On peut même s'auto-évaluer. Comme tout ce qu'on fait, les grilles sont publiques. Donc, super. Voilà. On en parlait avant d'enregistrer. Tout ça, c'est des sujets très environnementaux, avec aussi des sujets de bien-être animal, en fait, un peu derrière. Vous avez aussi un travail de fond fait sur la nutrition. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu évalues sur la nutrition? Alors, sur la nutrition, donc, on a fait le constat que le résumé de la composition nutritionnelle qui est pris en charge par Nutri-Score apportait une information, mais qu'aujourd'hui, l'enjeu vraiment montant depuis déjà plusieurs années et qui là maintenant est en train de prendre vraiment le dessus de la pile, à la fois chez les consommateurs, mais également en termes de préoccupations scientifiques sur les liens entre alimentation et impact sur la santé, c'est tout ce qui concerne l'ultra-transformation, qui était relativement mal défini, mais on a quand même pas mal d'éléments qui montrent qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont maintenant bien connus, sur certains additifs, sur certains processus qui sont extrêmement dénaturants et qui ont ensuite un impact sur notamment le microbiote, enfin des cascades d'impact santé, donc comme l'extrusion par exemple. Et puis on a un troisième élément qui est toute la partie sucre ajouté. Et le sucre étant un marqueur d'ultra-transformation lui-même, je vous mets au défi de fabriquer vous-même votre sucre dans votre cuisine. En fait, ce n'est pas du tout un ingrédient simple. Mais le sucre ayant en plus des propriétés métaboliques, hormonales, puisqu'on parle là d'hormones type insuline, gréline, leptine, etc., qui sont très spécifiques. Et donc, on a créé un référentiel qu'on vient de mettre en ligne, qui s'appelle IWO, qui est une petite barrette à 4 niveaux, avec un petit hibou. Un hibou qui est soit pas content du tout, soit très content, qui fronce plus ou moins. Et ce petit référentiel est accessible donc sur le site internet de Solid Grounds, qui est la structure d'intérêt général qui possède Planet Score, et il est gratuit. Donc on peut vous rentrer vos recettes, et ça vous évalue, et ça vous dit en plus pourquoi. C'est-à-dire ça va vous évaluer chacun des items de votre produit. Chaque ingrédient. Le processus, si éventuellement il y a un processus dénaturant, et vous dire comment il se positionne sur le taux de sucre. Super. Donc ça, aujourd'hui, c'est sur ton site internet et peut-être un jour, on va le retrouver sur les packagings de nos produits. Si ça se passe comme Planet Score Environnement, parce que c'est le chemin en fait de tes labels. C'est ce qui s'est passé. On n'a rien demandé à personne. Voilà. En fait, les industriels s'en saisissent derrière. Oui. Ceux qui ont envie d'avancer, ils sont quand même assez nombreux. Oui. Donc on aura en fait... et on travaille déjà avec des industriels là-dessus. Là, on l'a vraiment mis en grand public pour que chaque entreprise qui le souhaite, chaque citoyen qui le souhaite, puisse utiliser l'outil par lui-même. Donc, si tout va bien à court terme, on aura un affichage sur les packaging que moi, en tant que consommatrice désespérée, dans mes rayons, je pourrais regarder pour avoir une information assez complète, en fait, à la fois sur les sujets environnementaux qui me préoccupent, mais aussi sur les sujets santé, au travers des critères les plus impactants que sont le sucre et l'ultra-transformation. Génial, il me tarde.
Merci beaucoup. Non, mais d'abord, merci pour le travail que vous faites tous. Mais j'en profite pour remercier quand même tous mes collègues, parce qu'on est vraiment nombreux à travailler là-dessus. Il faut savoir que tous les collègues qui travaillent dans le fonds de dotation sont sur des mandats, tout comme moi, bénévoles. Et vraiment, on fait vraiment ça for good. On le fait au mieux qu'on peut. Si les gens ont des contributions positives à nous faire ou des éléments d'amélioration, on est toujours preneurs. Sur la partie ultra-transformation, on a travaillé notamment avec Anthony Fardet, qui travaille beaucoup sur l'ultra-transformation à l'INRA, en France, depuis... je pense au moins 15 ans, qui a beaucoup publié là-dessus, et Anthony Berthoud, qui est également nutritionniste, formateur, enseignant sur ces sujets-là. Et je pense qu'on a vraiment fait un joli travail que tout le monde peut vraiment utiliser. Si on a des questions, on peut te joindre directement sur LinkedIn, sur LinkedIn, le site, sinon on a 2 sites. Donc, il y a le site Solid Grounds Institute, qui a évidemment un contact. Le site Planet Score a également un contact. Donc, super. Il suffit de... Voilà. L'un de ces 3 moyens-là marche très, très bien. Tu es ouvert à toutes les questions. Oui. Génial. Et puis surtout ouvert à toutes les marques qui auraient envie de se saisir de cette base de données, d'y apporter leurs propres recettes, leur propre sourcing et de s'améliorer au passage. En fait, quand on dit on apporte, on travaille en totale confidentialité. Donc, d'ailleurs, s'il y avait la moindre recette sur tous les produits qu'on a pu faire, je crois qu'on est à 800 000, ça se saurait. Il n'y a évidemment absolument rien qui filtre. Simplement, on a une base qui, du coup, est suffisamment large pour pouvoir étalonner. Donc, pour un industriel, c'est très précieux parce que tout est anonymisé, mais on peut faire des benchmarks. Et deuxième point qui est intéressant aussi pour les industriels, je pense, et ça c'est tout nouveau, ça vient de sortir par la Commission européenne, c'est que, on en avait la perception, mais c'est quand même mieux quand ce sont d'autres qui l'objectivent. Donc le centre de recherche de la Commission européenne vient de sortir un article dans un journal à comité de lecture, donc article scientifique, qui montre qu'ils ont fait l'état des lieux, je crois qu'ils en ont regardé 8 étiquetages environnementaux en Europe, dont nous. Alors, on ne savait pas du tout qu'ils travaillaient sur nous. Et donc, le centre de recherche de la Commission qui explique qu'en fait, sur les 8 labels, il n'y en a qu'un qui répond de manière claire aux questions des consommateurs. C'est tout frais, hein, vraiment, ça vient de sortir. C'est Planet Score. Je vais sortir le champagne. C'est le seul qui est compréhensible, qui a vraiment les items attendus par les consommateurs, qui envisage vraiment les points importants de durabilité. Donc ça, c'est le premier point. Ça répond aux questions des consommateurs, donc on est content. Et le deuxième point, c'est le seul étiquetage qui dépasse très largement le cadre de l'ACV. Donc il s'est absolument libéré de cette vision-là. Et donc en fait, je pense que d'ailleurs, les deux sont très liés. La performance qu'on obtient, elle est liée au fait qu'on s'est libéré de ce cadre. Mes 2 petites questions finales, si tu veux bien, Sabine. J'aime bien demander à mes invités s'ils ont un livre ou un film, d'ailleurs, enfin, tu vois, un produit culturel qui les a marqués sur leur route et qu'ils aimeraient bien nous transmettre aujourd'hui. Souvent, je lis des bouquins un peu techniques, soit sur l'environnement, la nutrition, etc., ou les jeux d'acteurs à l'échelle internationale sur nos sujets. Il y en avait un qui m'avait vraiment bien sorti la tête, d'un explorateur, un jeune explorateur breton, qui était parti en bateau à voile, Antarctique, etc. Il pensait partir 1 an, et puis en fait, il s'est retrouvé pris dans son voilier, dans les glaces, et il était parti avec une poule qui s'appelle Monique. Je retrouverai la référence. Et en fait, on assiste vraiment à une espèce de dilemme, c'est parce qu'au bout d'un moment, il n'a plus vraiment beaucoup à manger, donc il lui reste un peu de riz, un peu de pâtes et sa poule. Et il est pris dans les glaces. Et donc la question, c'est est-ce qu'il va mourir là de faim ? Parce qu'une fois qu'il est pris dans les glaces, en fait, ça va durer plusieurs mois. Va-t-il manger Monique ou va-t-il essayer de manger jusqu'au dernier grain de riz ? Et donc, l'histoire est absolument incroyable. Sérieusement, parce qu'en plus, il faisait froid et les poules, elles pondent mal quand il fait froid. Et donc... La tentation est forte. En fait, je trouve ça vraiment... Donc, c'est une histoire réelle. Hein, donc, il y a les photos, etc. Tu me retrouveras le nom, s'il te plaît. Vraiment, c'est promis. Voilà. Non, mais je trouve que ça nous sort... Le suspense est intense. Je ne sais pas si je vais pouvoir tenir. Non, donc je ne spoil pas. S'il te plaît. Oui, voilà. Ouais. Et je vous laisse découvrir ce bouquin qui, en plus, est hyper bien illustré et qui est bourré d'émotions hyper belles, en fait, de moi, ce que j'aime, c'est-à-dire des gens qui vont vraiment vivre sur le terrain. Alors, ça aurait pu mal tourner. Moi, j'ai aussi fait des escapades à une époque où ça ne devait pas se faire, en Chine, au Vietnam, en Birmanie. Mais en fait, c'est les moments où on se confronte un peu aux extrémités. D'accord ? À qui on est ? Ouais. Et donc, en termes de film, il y en a quand même un. Alors, c'est un peu sur le même thème. Désolée, mais ça aussi, ça m'avait bien sorti. Je trouve que c'est Into the Wild. Génial. Ouais. Très beau livre d'ailleurs derrière. Ouais. Et je vous encourage tous à lire. Comment est-ce que quand on va vers de l'émancipation, vers la nature, vers la beauté, ben voilà, là aussi sans spoiler, quelles expériences on traverse
De la solitude aussi. Ouais. Et puis cette réalité alimentaire, alors qui dans ce film aussi, du coup désolé, je reviens à chaque fois à la nourriture, mais c'est quand même, c'est universel, c'est absolument fondamental, c'est ce qui nous relie tous en réalité. Et c'est tout à fait normal d'ailleurs que ce soit la chose la plus importante, même sur les impacts. Et donc ce film-là, où on voit en fait, il essaye de traverser l'évolution humaine à l'échelle de quelques semaines ou de quelques mois. On s'improvise pas chasseur, on s'improvise encore moins éleveur en réalité. Et donc comment il fait pour arriver à se nourrir? Oui, parce que cet homme va se retrouver en fait dans des contrées très désolées et très seul aux États-Unis. Et donc il va avoir à faire face à son alimentation et à sa solitude. Mais on vous dévoile pas plus. Voilà, c'est vraiment un livre magnifique et un film magnifique. Il y a plus de végétaux à manger, ou en tous les cas il ne les connaît pas, donc ça ce sont des connaissances aussi qu'on acquiert mais qu'on n'a plus, donc on ne sait pas quoi consommer. Quand il faut aller tuer un animal, là aussi on voit cette difficulté en réalité, donc ça nous met aussi face à des réalités, le repas qu'on fait juste après, on le voit pas pareil en fait. Donc voilà, moi c'est le type de livre et de film que je trouve vraiment... J'adore. Une dernière question, Sabine, si tu veux bien. À quelle personne inspirante et engagée tu as envie de passer le micro? Alors, il y en a vraiment tellement. Là aussi, c'est pareil. J'ai peur de frustrer beaucoup de mes collègues. Donc, alors le président du fonds de dotation, qui s'appelle Pierre-Henri Gouillon, qui est professeur émérite au Muséum d'histoire naturelle, agronome, écologue, généticien, spécialiste de tout ce qui est évolution des populations, en fait, fait un travail de pédagogie absolument incroyable. Xavier Poux également dans notre fonds de dotation, qui est agronome, chercheur, qui est absolument top. Et puis, donc un qui n'est pas dans ma sphère directe, mais que si tu l'interviews, je vais être dans la salle, qui est Jean-Jacques Hublin. Donc Jean-Jacques Hublin dirige la chaire au Collège de France de paléoanthropologie. Il a écrit un livre que je vous recommande aussi, qui est absolument incroyable, qui s'appelle « La tyrannie du cerveau », qui est paru en fin d'année dernière. Et qui là aussi nous permet vraiment de prendre un pas de recul par rapport à la nourriture, notre évolution, comment est-ce qu'on en est arrivé là, comment est-ce qu'on s'est encéphalisé, qu'est-ce qu'on peut tirer aujourd'hui de cette évolution en termes alimentaires. C'est absolument fascinant, vraiment. Donc je vous invite déjà à lire ce bouquin qui est vraiment très bien vulgarisé, qui est vertigineux en termes de questions posées sur l'alimentation. Et donc voilà, je l'ai entendu simplement une demi-heure sur France Inter l'an passé et j'ai trouvé qu'il était... Je te promets, si j'arrive à l'inviter, tu seras la première prévenue. Et merci parce que d'abord, tu nous ramènes vers des scientifiques et c'est important de leur donner toute la place nécessaire, tu vois, qu'on les entende et qu'on entende la vulgarisation de leurs connaissances. On en a besoin. Aujourd'hui, la place de la science est quand même très questionnée. On a besoin de les remettre au cœur de nos discussions. Et puis, moi, j'adore ces questions finales parce que ça me donne à chaque fois envie d'aller découvrir et j'espère que c'est le cas pour les personnes qui écoutent. Donc, merci pour tout ça. Grand merci Delphine pour l'invitation. C'était un grand plaisir. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez-le 5 étoiles, bien sûr, sur Apple Podcast. Vous pouvez même demander à vos amis, à vos enfants, à vos voisins, aux amis de vos amis, aux voisins de vos voisins, de mettre une note au podcast. C'est comme ça seulement que Demain n'attend pas gagnera de la visibilité et sera trouvable sur les plateformes. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.